Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Laurent Petit-Guillaume. Bonjour, le Mag Loisir sur France Bleu, c'est jusqu'à 14h. Soyez les bienvenus. Merci d'avoir choisi cette émission. Une invitée prestigieuse dans un instant et toute l'actu ciné, télé, lecture, spectacle. C'est le menu. Par exemple, avec Ségolène Aluni. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous nous ferez partager votre coup de cœur cinéma. Oui, et précisément 2 coups de cœur cinéma. Un qui vous oblige à aller en salle obscure et l'autre à rester à la maison. Puisque j'ai vu Sentinelle avec Jonathan Cohen sur Prime Video et La Petite avec Fabrice Lucchini en salle. Donc dès mercredi prochain, c'est une petite pépite. Le petit écran, c'est Patrice Gascoin qui s'en charge. Bonjour, alors dans la famille Lamy, je demande les sœurs Audrey et Alexandra. Eh bien, je vous les sers sur mon plateau télé pour une série déjantée à ne pas manquer. Le livre du jour a été choisi par Sophie Scarpula. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce sera pas un livre, particulièrement, ce sera un hommage à une romancière qui nous a quittés il y a quelques jours. Et qui voir sur scène en ce moment? Réponse avec David Lantin. Et oui, ce dimanche, je vous propose de faire un bond dans les années 80, en 1983 précisément. Avec qui? Avec Chantal là-dessous. Merci. On va développer tout ça dans une demi-heure car il est temps d'accueillir notre invitée. Elle est tour à tour rock et lyrique, mystérieuse et populaire. Actrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste, meneuse de revue à la taille de guêpe, elle nous fascine et parfois nous amuse. Elle dit d'elle-même qu'elle est toujours une petite fille, mais on le sait tous, c'est avant tout une grande artiste. Aujourd'hui, c'est l'actrice réalisatrice du film Les Secrets de la Princesse de Cadignan, sorti mercredi dernier, que nous accueillons. Bonjour et bienvenue Ariel Dombal. Bonjour. Ariel, je vais commencer par une déclaration, une confidence. J'ai adoré votre film. Alors attendez. Je dis ça parce que c'est vrai, au début, quand j'ai lu que c'était une nouvelle de Balzac que je ne connaissais pas Balzac, mais la nouvelle, oui. Je me suis dit, attention, on va pas se marrer, va pas y avoir un suspense saisissant, mais la magie a opéré. Je suis tombé sous le charme du film, de son casting, de son ambiance, de sa musique et bien sûr de cette histoire d'amour, et bien sûr de vous aussi, comme d'habitude. Oh. Si je dis que ce film est un film sur les femmes et sur la recherche de l'amour absolu, est-ce que j'ai raison ou pas? Absolument raison. Et donc ces Secrets de la Princesse de Cadignan, qui est une petite nouvelle de Balzac, moi-même, je connaissais mal Balzac. Et Jacques Fieschi, qui a fait donc Les Illusions perdues, qui était césarisé, multi-césarisé, m'a dit « Je suis tombée sur cette nouvelle qui est faite pour toi, tu vas adorer ça. » Ah, c'est lui? Oui, c'est Jacques qui m'a... Mais bizarrement, j'en avais déjà entendu parler. Eh bien, il y a très longtemps, par Éric Rohmer et sa fameuse Collectionneuse. Ce film qu'il a fait, La Collectionneuse et La Princesse de Cadignan, est une collectionneuse d'hommes. Eh oui, c'est vrai. Voilà. On va resituer. Alors, oui. La Princesse de Cadignan, c'est une femme du 19e siècle. Elle est belle, elle est riche, elle est séductrice, elle est rebelle, elle est manipulatrice. Elle a été mariée de force à l'amant de sa mère, joué par Alexandra Stewart, que j'adore. Oui. Elle collectionne les hommes sans vraiment les aimer. Et puis un jour, grâce à son amie et confidente, la marquise d'Espard, jouée par la géniale Julie Depardieu, elle rencontre Daniel Dartel, un grand écrivain, joué par Cédric Kahn. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour la suite, sans dévoiler bien sûr? Eh bien, on peut dire que j'ai essayé de restituer tous ces personnages dans la vérité de leur époque. Et c'est pour ça que je voulais un film fastueux, beau, où on a la chance d'avoir tourné dans des véritables royaumes de beauté, notamment Champ de bataille de Jacques Garcia, qu'on ne présente plus mais qui est un immense décorateur, qui a restitué toute la beauté du 19e siècle dans son château. Et donc, on a des décors absolument somptueux, des costumes somptueux. Il y avait la restitution aussi des opéras, des ballets. Je voulais une grande fresque autour, en effet, de ce personnage de la princesse de Cadignan, qui est une figure de femme tout à fait moderne. Moderne, c'est le cas. Voilà. Mais attention, c'est pas une femme qui vous ressemble. Mais elle ne me ressemble pas. Elle me ressemble peut-être dans son côté combattant. Elle prône la liberté, elle prend la liberté. Ouais. Elle a cette audace et ce féminisme avant la lettre. Ça me ressemble infiniment. Mais elle est tout de même un personnage très diabolique parce que c'est quand même une très grande séductrice et qui a la manière, n'est-ce pas, de se jouer des hommes, de les séduire, comme les hommes le font avec leurs femmes, de les collectionner.
C'est une sorte de Don Juan femme, comme le dit Balzac. Oui, c'est Balzac qui dit qu'elle est vraiment un Don Juan en féminin. Il y a des scènes formidables de conversation avec Julie Depardieu, enfin, le personnage qu'elle joue, où elle montre vraiment qu'elle collectionne les hommes, même à travers des catalogues de dessins. Voilà, je ne sais pas si c'est dans la nouvelle. Ah, c'est tout à fait dans la nouvelle. Elle fait dessiner ses amants, comme ça, pour avoir une trace, et elle appelle ça le cahier des erreurs. Parce que, en effet, elle goûte à de nombreux hommes, mais aucun n'a les faveurs vraiment de son cœur. Oui, elle fait ça, c'est une femme vengeresse tout de même. Vengeresse par rapport aux conditions de sa vie, qui sont... les femmes étaient mariées à l'époque. Et ça, c'est une situation qu'on n'arrive plus tellement à évoquer maintenant, mais il n'y avait pas de mariage d'amour. On était, comme dit George Sand, élevés comme des saintes et mariés comme des pouliches. C'est-à-dire que... Terrible. Oui, mais on était là, n'est-ce pas? On ne choisissait pas son partenaire. Vous imaginez l'offense pour une femme d'être dans un lit de quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Et donc, elle, c'est son cas. Elle a été mariée à l'amant de sa mère. C'est terrible. C'est une sorte de... C'est shakespearien. Ouais. Et donc, elle décide de ne pas se laisser faire et de ne pas passer sa vie dans l'asservissement à cet homme qui ne l'aime pas et qu'elle n'aime pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est une rebelle. Tout à l'heure, je l'ai cité, mais je vais citer aussi les principaux et formidables comédiens qui vous entourent dans cette aventure. Julie Depardieu, Cédric Kahn, Stanislas Merard, Hippolyte Girardot, Olivier Py, Alessandra Stewart, et puis l'immense Michel Faux, qui joue Balzac dans le film. Ça, c'est pas dans la nouvelle. C'est pourquoi vous avez créé cette rencontre? Alors ça, c'est vraiment une trouvaille scénaristique extraordinaire. C'est de mettre le générateur de ces personnages, parce que Balzac a inventé un style dans la fiction, c'est-à-dire qu'il a inventé des archétypes. On parle de Rastignac, on parle de Blondet, on parle de d'Arthez, qui se trouvent dans plusieurs romans. Et il est dépassé un peu par ces personnages. Alors là, il est un peu comme dans le roman de Wells, L'homme invisible. Il est au milieu de la fiction qu'il a créée. C'est formidable. Oui. Alors, tournez dans le château, vous l'avez dit, le château du champ de bataille de l'architecte d'intérieur Jacques Garcia, Les secrets de la princesse de Cadignan, va vous plonger dans une époque effectivement où les femmes ne choisissaient pas leur destin, se battaient pour se libérer. C'est une histoire d'amour avec un grand A, comme Ariel Dombal, sa réalisatrice et actrice. Pourquoi ce film est-il un défi? Pourquoi est-il si moderne? On continue à en parler avec Ariel dans la suite du Mag Loisir. France Bleu, le Mag Loisir week-end. C'est un film sur les femmes, sur leur capacité à affronter leurs conditions, à s'en libérer. C'est le nouveau film d'Ariel Dombal. Elle l'a réalisé. Elle interprète cette héroïne du 19e siècle, née sous la plume d'Honoré de Balzac. Les secrets de la princesse de Cadignan est sorti mercredi. Ariel Dombal est l'invité du Mag Loisir. On l'a dit, Balzac dit d'elle que c'est un Don Juan au féminin. Elle manipule les hommes pour se venger et pour chercher peut-être à un moment donné le grand amour. Ça, c'est ce qui vous rapproche d'elle. Voilà, ça c'est en effet ce qui me rapproche. Mais ce qui est si beau dans cette nouvelle de Balzac, c'est que il regarde avec tendresse, affection et une psychologie tellement fine, alors qu'on est bien avant la psychanalyse, bien avant la sociologie. Balzac, c'est le naturalisme, c'est-à-dire que il va s'approcher au plus près des êtres. Et il aime, chez ce personnage, cette rédemption par l'amour. Or, c'est quand même une diablesse. Et une diablesse qui n'a pas connu l'amour. Et cette idée de cette innocence, chaque fois que l'on tombe amoureux. En amour, on agit, on est agi, et c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est abyssal, et qui est quand même le grand sens d'une existence. Et ces deux femmes, Julie Depardieu et moi-même, qui incarnent la princesse de Cadignan et la marquise d'Espard, dans une sorte de sororité, de confidence, elles se disent, eh bien, nous n'avons pas connu, nous sommes à l'aurore du crépuscule, on est presque à la fin de la vie, et on n'a pas connu le grand amour. Et elle dit, mais il n'est pas trop tard. Et alors, la princesse est dubitative, mais elle veut bien essayer encore, et le grand amour va être trouvé tard dans la vie. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est terriblement moderne, et c'est ça, je crois, que toutes les femmes doivent entendre, c'est que on n'est pas fini après 30 ans. Il y a toute la vie qui est encore là, et le grand amour peut se trouver tardivement dans la vie. Ça n'a pas d'importance. Et peut-être d'ailleurs se vivre mieux
parce qu'on a une expérience de l'avant. Quand on découvre le grand amour, quand on est, disons, très très jeune, cette espèce de raz-de-marée comme ça, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Mais je crois que l'amour est toujours un raz-de-marée et qu'on perd pied et que l'on sent qu'en effet c'est comme le monde qui se dérobe sous les pieds. On sent quelque chose d'extraordinairement fort qui nous dépasse complètement et qui va nous faire surgir vraiment. L'être le plus profond de soi va surgir grâce à l'autre. Et c'est un sentiment qui est toujours d'une immense évidence et qui donne toujours un vertige absolu. C'est un film d'amour. Est-ce que c'est facile, quand on s'appelle Ariel Dombal, de se lancer dans un tel défi? Parce que ce film est un défi. Il est grand. Il y a des décors extraordinaires, des costumes somptueux. Merci à votre ami Vincent Darré. Vraiment, c'est quelque chose de grand. Ça a été difficile à monter? Tous mes films ont été difficiles à monter. Et d'ailleurs, Vincent Darré, qui est tellement merveilleux, m'a accompagné dans tous mes films, que ce soit Opium, qui était cette tragédie musicale autour de Jean Cocteau et de ses personnages, que ce soit Alien Crystal Palace, que ce soit à l'Opéra Comique, quand je chantais et dansais. Vincent était là, voilà, c'est mon allié le plus proche. On va dire Vincent Darré, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la mode, il a travaillé, je crois, avec Karl Lagerfeld, Ungaro, et puis aujourd'hui il est designer, voilà, c'est un artiste, c'est vraiment un artiste, un peu fou, mais un grand artiste. Grand artiste, et donc là, on voulait quelque chose de terriblement spectaculaire, et la vie que menait la royauté, les princes, les aristocrates à l'époque. Et alors, il fallait des fastes, des bals, des opéras. De bal génial. Oui, et donc il fallait une grandeur et quelque chose que le public aime, c'est-à-dire que c'est un film très spectaculaire. Et donc pour cela, il faut se donner beaucoup de mal, et j'ai mis 4 ans à faire ce film, n'est-ce pas? Quand on commence l'écriture, et puis il faut aller évidemment convaincre les uns et les autres de la finalité de cette œuvre, et c'est difficile. En tout cas, ils vous ont tous suivi, je pense, avec beaucoup de passion. En fait, je réfléchis. On parlait là de cette femme. Elle est belle, elle est très élégante, elle est mince, elle est moderne, elle est féministe, mais c'est Barbie. En effet, c'est aussi Barbie. C'est Barbie avant l'heure, c'est vrai, absolument, absolument. Mais j'ai toujours revendiqué le féminisme de Barbie en tant que petite fille. Quand on a cette poupée et que on se projette dans le futur, on se dit, ah bon, je peux être pompier, astronaute, championne de ski, femme au foyer, modèle, princesse. Je peux tout faire, puisque voilà le choix de mon existence. C'est pour ça que cette Barbie plaît tellement. Bon, et moi, j'ai pas oublié quand même que vous lui aviez rendu hommage il n'y a pas si longtemps que ça. Barbie iconique. Je vous recommande de regarder ce clip bien avant le film. Ariel, vous aviez eu cette idée de rendre hommage à effectivement ce caractère incroyable de cette poupée que tout le monde connaît. Voilà, bravo, absolument. Félicitations. Mais je suis heureuse d'avoir devancé la mode. En parlant de musique, le dernier album, je crois, c'était en 2020 avec Nicolas Kerr, le regretté Nicolas. Il y en aura un bientôt après ce film? Bien sûr, justement avec Charlie Voudou qui a écrit Barbie Iconic. Ah, génial. Et ça va s'appeler Iconics. Eh ben voilà, tout simplement. Tout simplement. Et il faut dire que dans Les Secrets de la Princesse de Cadignan, il y a beaucoup de musique. Beaucoup de musique, j'allais le dire. Voilà, formidable. Beaucoup de musique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait, bien entendu, bien en amont du film, puisque c'est pas de la tapisserie musicale une fois que le film est fini, ça fait partie intrinsèque du film. Il y a des ballets, il y a des opéras, il y a des bals, et tout ça, il y avait des chorégraphies savantes, et tout ça devait être orchestré en amont. Et donc, c'est vrai qu'avec Michel Faux, qui interprète le rôle de Balzac, et Julie Depardieu, et Stanislas Mérard, et même Théo Cholby, nous sommes tous des musiciens. Et donc, tout ça fait sens, les amours, les passions se conjuguent dans le même film, et c'est très important. On est, liés de manière artistique très profonde. C'est un groupe, c'est un film vraiment choral. C'est une œuvre, tout simplement.
Avant de se quitter, j'oublie pas de mentionner d'ailleurs que les décors magnifiques du film, le château de Jacques Garcia, les costumes extraordinaires du styliste designer Vincent Doré sont très importants dans le film. Vous êtes venu en parler, hier dans Terre de tournage, l'émission de Ségolène Aluni sur France Bleu qu'il faut réécouter sur francebleu.fr. Le film s'appelle Les secrets de la princesse de Cadignan. Il est sorti mercredi. Un grand merci Ariel Dombal. Et puis il est tout public. Et je conseille aussi aux étudiants, aux écoliers de venir voir Balzac sous un autre aspect. Et de replonger dans l'œuvre de Balzac. Exact. Merci à Ariel d'être passé par France Bleu aujourd'hui. Et la suite du Mag Loisir, c'est bien évidemment jusqu'à 14h le retour des 4 experts de l'émission qu'on retrouve juste après ça. Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Laurent Petit-Guillaume. Cinéma, théâtre, littérature, télévision, voilà ce qui vous attend jusqu'à 14h grâce à la sélection. Les coups de cœur des experts du Mag Loisir, ils ont tout vu, tout lu, tout entendu et le résultat, c'est maintenant. Par exemple avec David Lantin. David Lantin, il est temps de s'intéresser à l'actualité théâtre. Aujourd'hui, vous allez nous gâter car vous allez nous parler d'une des reines du théâtre boulevard, la bien nommée Chantal Latsou. Oui. Elle est en tournée. Oui, mon petit Laurent. Avec sa véranda. Je me suis entraîné. C'est pas mal. Elle est en tournée. Elle est en tournée, Laurent, en 1983. Gros succès de la saison passée. C'était au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Et donc, en tournée avec Chantal Latsou et ses acolytes qui vous donnent rendez-vous, faut le dire quand même, pour une pièce, mais alors totalement déjantée. Nous sommes en 1983, ça c'est clair. Et alors, après avoir connu un succès mais vraiment fulgurant dans l'univers de la mode, la fameuse Michelle Davidson, alias Chantal Latsou, décide de se couper totalement du monde, quelques mois seulement, pour retrouver quoi ? Pour retrouver de l'inspiration. Sauf que voilà, on est déjà en 2023 et elle est toujours enfermée. Donc, imaginez-vous qu'elle a fait le bond dans notre époque d'aujourd'hui, et véritable choc des cultures entre les années 80, si lointaines et pourtant si proches pour elle, et bien différentes de notre époque actuelle. D'ailleurs, voici un extrait de la pièce, et juste après, je vais vous proposer d'écouter Chantal Latsou nous dire ô combien elle est heureuse de faire rire son public. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu un visage aussi près. Vous oubliez le mien, madame Davidson. J'ai un visage, pas un vide-grenier. Je retrouve des mots, des phrases entières que j'ai l'habitude de dire. C'est immonde! C'est quand on a fait une salle, on est bien. C'est comme si on avait fait du sport ou on se sent bien. Elle se sent bien, Chantal Latsou, et nous aussi, franchement, on rigole pendant 2 heures. C'est vrai, alors, vous ça m'étonne pas. Sa gouaille, son énergie, elle nous tient en haleine durant tout le spectacle. Et d'ailleurs, cette gouaille, cette diction, ce phrasé qui est bien le sien et qui est devenu aussi sa marque de fabrique, figurez-vous qu'elle s'y entraîne chaque soir avant de monter sur scène. Ouais, la preuve. J'ai commencé dans 2 heures, j'articule pas. Alors on m'a dit que je vais travailler avec un crayon. Mais les gens rigolent quand même. Michel, ma belle, vous êtes en direct devant mon million de babies, là. J'en ai rien à foutre. Alors c'est vrai que parfois on comprend pas, je vous le dis, on comprend pas du tout ce que mais Chantal... ça c'est quand elle sait plus le texte. Oui, c'est vrai, c'est un moyen. Alors, mais on lui en veut pas, parce que tout le monde aime rire de ça aussi. Elle-même l'avoue, parfois, écoute, on comprend pas, mon public adore. Et puis son personnage. Son personnage, l'accoutrement sur scène, rien que pour ça. Alors, choucroute, imaginez bien, choucroute équilibrée sur la tête. Elle est vêtue d'une robe scintillante rehaussée d'un boa en plumes vertes qui fait pratiquement toute la scène. Et alors, c'est sans compter sur son fameux téléphone à roulette des années 80. Et je vous le mets dans le mille, à la sortie, le public, il est totalement conquis. Elle nous fait rire, elle est démente. Elle fait très distinguée et en fait, elle est très déchantée. Elle est dynamique, elle est pétillante. Allez rire avec Chantal Latsou, franchement, c'était mon coup de cœur aujourd'hui. 1983, vraie comédie de boulevard, c'est signé Jean-Robert Charrier, qui signe aussi la mise en scène. Le décor est somptueux, très très grand, très beau. Les autres comédiens aussi, franchement, en valent la peine. Et je voulais vous dire une petite mention spéciale, vous penserez à moi si vous allez voir le spectacle, à Dominique Daguier, qui joue l'assistant désabusé et totalement soumis à Chantal Latsou. Il y est à mourir de rire. Voilà. Je crois qu'il avait déjà joué avec elle. Exactement. Et donc c'est en tournée en ce moment. Alors oui, le rendez-vous est pris, 7 octobre si vous êtes à Longjumeau, le 13 au Blanc-en-Ménil, le 12 novembre à Chalon-sur-Saône ou encore le 26 novembre à Montpellier. Super, c'est noté. Merci beaucoup David. France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Avant d'en savoir plus sur le programme télé choisi par Patrice Gascoin et le film à voir au cinéma dès mercredi prochain avec vous, Ségolène, merci d'accueillir Sophie Scarpella. Bonjour. Voilà. Merci. C'est pas un livre dont vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, mais vous vouliez rendre hommage à une romancière, Sophie. Oui, une romancière qui parfois, ça lui est arrivé, a été une de nos auditrices, figurez-vous. Oui, je le plus. savais. Voilà. Oui, je le sais aussi ça. Une Ouais. romancière très populaire qui vient de s'éteindre à l'âge de 96 ans. C'était le 7 septembre dernier. C'est une femme talentueuse, pétillante, généreuse. Elle s'appelait Frédérique Hébrard. Elle était la fille unique de l'écrivain André Chanson. Elle était aussi l'épouse du comédien Louis Vell. Qui nous a quittés en février dernier. Et aussi. voilà. Et effectivement, elle vient de rejoindre son Louis, disparu lui en février. Donc, c'est vrai que c'est un sacré clin d'œil du destin parce que ces deux-là, Louis Vell et Frédérique Hébrard, étaient inséparables. On peut même dire qu'ils étaient fusionnels. Louis Vell disparaît en février. Et alors là, si vous me permettez une petite parenthèse, un petit coup de gueule, on ne peut que regretter la discrétion des médias qui ont très peu relaté cette nouvelle parce que Louis Vell, c'était un grand et talentueux comédien, auteur, scénariste. Il avait en plus un charisme, une présence et un charme fou. Alors ils travaillaient beaucoup ensemble. Ils ont adapté par exemple pour la télévision dans les années 70 des romans comme Le mari de l'ambassadeur ou encore L'incontournable Demoiselle d'Avignon. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde dans les années 70 a vu ce feuilleton. Et puis quelques années plus tard, la magnifique saga qui avait fait un carton elle aussi, Le Château des Oliviers. Ça c'était en 1993 avec un casting de haut vol, Brigitte Fossé, Jacques Perrin, Eva Darlan et bien sûr Louis Vell, co-auteur avec sa chère épouse. Alors tous ces feuilletons ont eu énormément de succès, bien écrits, bien interprétés par de très bons acteurs familiers du public. Ils ont vraiment fait les beaux jours de la télévision. Mais revenons à Frédérique Hébrard. Louis Vell et elle se sont rencontrés au conservatoire après la guerre. Ils ne se sont plus jamais quittés. L'un a naturellement enrichi le talent de l'autre. Écoutez Frédérique Hébrard nous parler de ses tout débuts à elle, c'était en 1947. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que je me suis tout de suite appelée Frédérique Hébrard, comme comédienne d'abord, et puis comme scénariste et comme écrivain ensuite. Et je l'ai fait beaucoup, d'abord parce que j'avais un arrière-grand-père qui s'appelait Frédérique Hébrard, avec des favoris. Ça m'amusait de prendre la succession sans favoris. Et je voulais pas m'appeler Chanson. J'ai dit, je m'appellerai Frédérique Hébrard. Et alors, elle a vécu une enfance incroyable grâce au talent et au carnet d'adresses de son père, André Chanson, Frédérique Hébrard. Elle le raconte également dans cette interview. Écoutez. Sur 3 marches de marbre rose, Riquette, c'est ainsi qu'on m'appelait. Riquette a grandi à Versailles en faisant son lit dans ce qui avait été le bureau de Monsieur de Colbert. Et c'était extraordinaire de voir arriver le samedi, le dimanche, toute l'intelligentsia de gauche, puisque papa était un des 3 directeurs fondateurs du journal Vendredi, et on voyait arriver Malraux, Guéhenno, Guillou, Gide, Romain Roland, Nizan. Ça faisait du beau monde quand même autour de la table, vous imaginez. Par rapport aux gens qu'on fréquente nous le week-end. Ça n'a plus rien à voir. Merci pour nous. Ça n'a plus rien à voir. Non, mais en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elle a beaucoup d'humour, Frédérique Hébrard. Oui. On le retrouve aussi dans ses très romans, fin, mais très c'est élégant. très fin, très élégant. Au début de cette interview, elle dit, vous vous rendez compte, je suis plus vieille que le pape. Je suis plus vieille que Mickey. Et puis sa voix aussi, elle est plaisante. C'est vraiment un vrai bonheur. Donc, le fait de côtoyer toutes ces personnalités, tous ces grands auteurs, ces écrivains, tous ces personnages, ça a fait un sacré bagage quand même dans la vie et puis des souvenirs pour la vie aussi. Alors, je voulais juste pour vous citer quelques-uns de ses ouvrages, si l'envie vous prenait de les découvrir ou de les relire. Esther Mazel, Elle était une fois, Le Harem, La chambre de Goethe, etc., etc. La liste est très longue. Et puis, j'ai une pensée quand même pour ces 3 enfants nés de l'amour entre Louis Vell et Frédérique Hébrard. Tous talentueux, François, Catherine, Nicolas Vell, ils sont tous dans ce milieu-là. François, c'est un réalisateur de talent, un scénariste de talent. Catherine, elle écrit des romans. Elle est, voilà. Et Nicolas Vell aussi. Frédérique Hébrard, elle doit être en tout cas très heureuse d'avoir retrouvé son Louis pour l'éternité, parce que depuis 1947, ils n'auront été séparés que 7 mois. Oh là là, une vraie grande histoire d'amour, et longue, ça n'existe plus ça. Hein. Oh non, 7 jours aujourd'hui, 7 jours. Enfin bon.
Allez, si vous venez de nous rejoindre, le Mag Loisir, c'est tous les samedis et dimanches. Notez bien 13h-14h, à chaque fois un invité. Et puis les coups de cœur de nos 4 experts qui testent tout pour vous. La lecture, le théâtre, le cinéma, la télévision. Ah bah d'ailleurs, tiens, on va y aller à la télévision. C'est avec vous, Patrice Gascoin. Alors, c'est quoi cette série qui rassemble les sœurs Lamy devant la caméra? Et ouais, même pour la première fois ensemble dans une fiction, Audrey et Alexandra Lamy. Et la fille d'Alexandra, elle aussi magnifique comédienne, Chloé Jouannet. Trio de choc pour une série pop à découvrir dès ce week-end sur la plateforme Prime Video. Ça s'appelle Killer Coaster. D'accord. Alors c'est le réalisateur Nicolas Lange qui a eu la bonne idée pour les convaincre d'accepter et de tourner cette première. En 2 mots, l'histoire est assez déjantée. L'action se passe en juillet 98. On est à Palavas-les-Flots. La contractuelle Sandrine Laplace, qui est jouée par Alexandra Lamy. On se rappelle ce que c'est qu'une contractuelle? Oh bah oui, Elle se prend un peu pour Magnum ou un agent de la CIA en infiltration. Et elle enquête sur un mystérieux accident dans le train fantôme de la fête foraine de Palavas. Une attraction tenue par l'explosive Ivan, incarnée par Audrey Lamy. Ambiance. Il se passe quelque chose dans le train fantôme. Quelque chose de louche. Mon enquête venait à peine de commencer et cette bande cachait un assassin. Oh, mais enfin arrêtez avec ça. On fait pas ce genre de choses ici. Nous, notre travail, c'est mettre des amendes à 130 francs. T'as 2 secondes pour me dire ce que tu fais là, sinon je te plante. T'es foraine? Ouais. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quelque chose? Non. Mais vous cassez les couilles. Alors les Lamy se voient déjà aux fêtes de Noël, elles se voient déjà aux vacances, mais ça suffisait pas, quoi. Il y avait comme aussi une envie de se retrouver au bureau, quoi, Audrey et Alexandra. Ouais, c'est ça, on est en manque quand on se voit pas. En plus, et cela dit, c'est vrai, parce que je me souviens une fois, toi tu tournais de ton côté, moi du mien, et on s'appelait chacune dans nos loges, et on se disait, oh, ça serait bien quand même le jour où on va tourner ensemble, ça serait vraiment trop cool d'avoir un projet en commun. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de tourner ensemble, mais après il fallait le projet qui nous séduise toutes les deux. Et c'est vrai que grâce à Chloé Jouannet, donc ma nièce, sa fille, qui nous a présenté Nicolas Lange avec qui elle avait travaillé, et quand il nous a proposé ce projet-là, il y avait tellement de choses à faire. Déjà, l'univers était assez particulier, l'époque, les personnages. On avait aussi envie de faire quelque chose d'assez original, d'assez singulier. Alexandra, les cadeaux de Noël, c'est bien, mais bosser ensemble, c'est mieux. Ah bah c'est génial. C'est une chance extraordinaire, déjà, de pouvoir faire toutes les 3 ce métier, et en plus de se retrouver réunies toutes les 3 dans un projet comme ça, aussi, comme tu disais, aussi original, parce que c'est vrai qu'on a cherché pendant longtemps, et à chaque fois on nous proposait des choses qui finalement sont un peu nous, de jouer la mère, de jouer la sœur, de jouer la tante. Et là, enfin, c'était la première fois qu'on nous proposait quelque chose qui cassait tous ces codes-là. Quitte à arriver, autant venir avec quelque chose complètement d'original, là où justement les gens ne s'attendent pas. Alors, il y a une scène forte pour toutes les deux, qui a été difficile, c'est la scène de la catapulte. Vous pouvez me raconter ces 2 caractères qui vivent la peur différemment? Et je vous cache pas qu'on a eu très très peur. D'abord parce que évidemment ça va très très haut, très vite. On avait un peu les jetons. Au début, quand c'est parti, on s'est tenu un peu la main. Genre, putain, on s'attendait pas à ce que ça soit aussi violent. Ivan, au début de la scène, elle lui dit à la vie, à la mort. Je peux vous garantir que c'était Audrey qui disait à Alex à la vie, à la mort, quoi. C'est exactement ma question, ce à la vie, à la mort. Est-ce que c'est finalement un cri du cœur des 2 sœurs? Là, ouais, totalement. On s'appelle tout le temps. Il y a vraiment quelque chose de très fort grâce à nos parents aussi, qui ont forcément aussi créé aussi ça. Quand on se voit pas, on se manque. La dernière fois que je suis partie en tournage, qu'on s'est pas vu depuis je sais pas combien de temps, t'as appelé papa en disant, elle me manque. On me disait, il faut que t'appelles ta sœur, ça fait un petit moment qu'elle t'a pas eu et tout ça. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre nous depuis des années. D'ailleurs, même au micro France Bleu, je trouve que là, il y a un rapprochement vocal entre vous deux. Est-ce que vous pensez que les gens vont savoir qui parle du coup là? C'est vrai qu'on peut s'amuser avec, mais même avec Chloé, hein, ma fille, donc ta nièce, on peut avoir notre père au téléphone et il sait plus qui parle. Hein. Parce qu'en plus on connaît le rythme de chacune. On a quand même des choses différentes, mais on peut s'amuser à s'imiter complètement et personne ne peut savoir qui parle. J'étais exactement dans cette phase-là. Moi j'ai confondu. Là c'était Alexandra Lamy. Alexandra Lamy, effectivement, c'est donc la première fois que les sœurs Lamy, Alexandra et Audrey, mais aussi la fille d'Alexandra, Chloé Jouannet, tout ce petit monde se retrouve dans Killer Coaster, petite pépite de série pop drôle, inquiétante, émouvante, à voir sur la plateforme Prime Video. Vous m'inviterez chez vous. Ah, vous l'avez pas? Vous avez pas Prime? Prenez un petit abonnement. Voilà. On amènera les chips aussi. France Bleu, le Mag Loisir Week-end. On peut pas dire qu'on garde le meilleur pour la fin, ça c'est pas vrai, tout est passionnant dans le Mag Loisir, mais on peut dire qu'aujourd'hui, l'experte cinéma Ségolène Aluni, vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer. Un film France Bleu est en lice pour les Oscars. Exactement, et son interprète principal lui a certainement porté chance puisqu'il s'agit de, écoutez... If George Valentine could speak, he'd say,
Oh putain, génial, merci, formidable. Jean Dujardin, Mais oui. seul comédien français oscarisé à l'affiche du film adapté du livre de Sylvain Tesson Sur les chemins noirs, film France Bleu. En lice, on l'a appris cette semaine, parmi 5 finalistes pour représenter la France aux Oscars. Génial. Parmi les 4 autres longs métrages, on va retrouver aussi la Palme d'Or de cette année. Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui s'approche doucement mais sûrement du million de spectateurs en salle. Très Donc, bien, ça très fait bien. du bien. Le nom de l'heureux élu pour la course aux Oscars, et on pense évidemment très fort sur les chemins noirs, puisque c'est notre film, sera dévoilé jeudi 21 septembre. Et la cérémonie se déroulera le 10 mars 2024. On a le temps de voir venir. D'ici là, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma, Ségolène? On va voir Fabrice Lucchini dans La Petite. La Petite, c'est le titre. Un très joli film émouvant qui vaut beaucoup pour la prestation de Lucchini dans le rôle de Joseph, un papa qui perd son fils dans un accident d'avion. Sauf que ce dernier attendait avec son compagnon un enfant via une mère porteuse en Belgique. Joseph, donc Fabrice Lucchini, va tout faire pour retrouver cette jeune femme et tenter de la convaincre de lui remettre le bébé, comme pour quelque part rester en lien avec son fils qu'il a perdu. La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita Van de Vel. Elle vit à Gand, elle a une petite fille de 9 ans. Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale. Comme moi? Non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, ce que je veux Non, dire... je devais toucher la moitié du cash au 2e trimestre, et puis le reste à la naissance. Là, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Voilà, donc ça va pas être aussi simple que prévu de récupérer cette adoption. Lucchini est très bon dans un registre qu'on lui connaît peu, c'est-à-dire la sobriété. Ouais. L'émotion sûrement. Ouais. Sans exubérance, pour une fois. Il incarne avec beaucoup de justesse ce père qui tente d'une certaine manière de prolonger la vie de son fils. C'est très émouvant. C'est signé Guillaume Niclou à la réalisation. Et on y retrouve aussi Maud Villers, Mara Taquin, qui est exceptionnelle, donc qui joue la jeune fille, la mère porteuse, et Fabrice Lucchini. La Petite, c'est le titre, c'est mercredi prochain dans les salles de cinéma. D'ici là, avis aux abonnés de Prime Video. Dont vous ne faites pas partie, du coup, Laurent. Il va falloir que j'y pense. Et avis surtout aux amateurs de Jonathan Cohen. Oui. Si vous n'aimez pas l'humour de Jonathan Cohen, passez votre chemin. Si. Jonathan Cohen, pour le rappel, on le connaît pour son personnage de Serge le Mito, ses rôles dans Family Business ou encore la série La Flamme. Il revient dans le rôle titre d'une comédie totalement barré et taillé sur mesure pour lui-même. Le titre, c'est Sentinelle. Et Sentinelle, c'est le nom de son personnage. François Sentinelle, le flic le plus nul de l'île de la Réunion. Également chanteur de variété raté, qui évidemment a un boulard gros comme ça, malgré toutes les conneries qu'il fait. Sentinelle, je voudrais que vous vous occupiez de ces types. M'occuper, c'est-à-dire dans quel sens? Que vous les trouviez et que vous les foutiez en tôle. Oui, bien sûr, mais c'est juste que là, niveau planning, ça risque d'être compliqué. Alors j'espère que vous n'êtes pas en train de me parler de votre album. Est-ce que tu regrettes? Non, pas du tout. Allez les gars! Voici les hommes qu'on cherche. Pour l'instant, on n'a pas de nom, pas d'adresse et pas de visage non plus. C'est sûrement pour cette raison qu'ils portent des cagoules. Et voilà, c'est du grand Jonathan Cohen, c'est complètement loufoque et absurde, c'est évidemment un énorme divertissement, mais très bien fait avec de bons acteurs. On retrouve aussi Emmanuel Berco, Ramzy Bedia et Raphaël Quenard, l'étoile montante du cinéma français, dans le rôle du binôme de Jonathan Cohen. Sentinelle, c'est hilarant, j'ai franchement adoré et voilà, c'est un moment de divertissement, ça dure 1h30, ça passe super bien et c'est donc en ce moment sur Amazon Prime Video. Ah oui, c'est ça, insister. Bon, on se fait un petit plateau ciné chez vous ce soir. Si vous voulez, prenez les pop-corn, c'est pas grand chez moi, mais je ferai de la place. Très bien, merci à tous. Allez, on fait un petit tour de table quand même pour terminer. Alors, au théâtre. Oui, on va voir Chantal Latsou, 1983. Elle est en tournée un petit peu partout, probablement près de chez vous. À la télé. Sur Prime Video, on peut voir Killer Coaster, la série. Et à lire, bien évidemment, ou relire. Ou à relire les romans de Frédéric Hébrard, qui nous a quittés donc il y a quelques jours. Merci à tous les 4. Dans un instant, c'est Déborah Grunwald dans le rétro de Débo, Thierry Ardisson. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ouais. Salut Laurent. Salut.